Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique, au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie. Parlons Philosophie est une émission spécialement dédiée à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'esthétique. Les questionnements philosophiques ont la vocation de toucher à tous les domaines du réel, à tout ce qui concerne l'homme et son existence. L'art étant une activité importante pour l'homme, ne peut être donc en marge de la réflexion philosophique. C'est pour embarquer avec vous dans cette entreprise philosophique que nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le doyen Sy, Omar Sy, formateur au CRFPE de Dakar, et M. Omar Mboup, professeur de philosophie au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. L'esthétique est une discipline de la philosophie ayant pour objet les perceptions, les sens, le beau ou ce qui se rapporte à l'art. L'on peut définir étymologiquement comme la science du beau ou la philosophie de l'art. De ce fait, qu'est-ce que l'art pour la philosophie? C'est pourquoi je vais demander à monsieur Mboup de nous expliquer l'art est-il imitation ou création? Mon propos ne va pas dans le sens de critiquer tout simplement l'art comme imitation, parce que l'art comme imitation se défend. L'art comme imitation se défend en ce sens que tout simplement que l'homme a besoin d'imiter effectivement la réalité. L'homme a besoin de représenter le monde extérieur. L'homme a besoin tout simplement d'avoir dans sa chambre ou bien au sein de sa maison des tableaux qui reflètent peut-être le ciel, qui reflètent peut-être effectivement un objet qui se situe tout simplement au niveau du monde extérieur. Donc c'est en ce sens qu'il faut comprendre cela, et cette conception de l'art comme imitation va se prolonger jusqu'au XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle les naturalistes et les réalistes. Les naturalistes et les réalistes vont s'inspirer aussi de cette conception de l'art comme imitation, qui n'est pas que seulement l'art comme imitation, parce qu'ici, quand on est au niveau du XVIIIe siècle, l'élève aussi doit prendre en compte que nous sommes effectivement à un moment où la science avait un progrès considérable, où on ne parle de science que s'il y a effectivement adéquation de la pensée avec la réalité, où la science, effectivement, s'identifie à l'objectivité. Donc, c'est à partir de cette objectivité-là qu'il faut comprendre imitation de la nature, où les artistes ne vont pas se contenter tout simplement de partir peut-être, de se laisser inspirer par les dieux, mais l'artiste va partir de la réalité, va descendre sur le terrain. Et là, je prends l'exemple de Émile Zola, dans Germinal. On sait absolument que pour écrire Germinal, et Émile Zola, le précurseur du naturalisme, va procéder à des enquêtes au niveau des mines, et les enquêtes récoltées vont lui permettre tout simplement d'écrire tout simplement ce d'œuvre-là. Donc ici, l'art comme imitation, il faut l'entendre de ce point de vue, en ce sens que l'artiste imite la réalité. Cette réalité peut être la réalité naturelle, mais aussi cette réalité aussi peut être aussi la réalité religieuse. Parce que l'art au Moyen-Âge, et je pense que ça c'est un exemple important, au Moyen-Âge, les artistes représentaient sur le tableau les sept hommes, représentaient sur le tableau l'Église. Donc là, l'art a rendu un service à l'Église, l'art a rendu un service énorme à la religion, où les artistes effectivement représentaient tout simplement la réalité spirituelle au niveau tout simplement de leur tableau d'art. Donc l'art ici est que les élèves ont tendance à réduire la conception de l'art comme imitation de la nature. Or, il y a la nature extérieure comme les arbres, les animaux. Il y a aussi la nature spirituelle où l'artiste aussi va reproduire peut-être tout ce qui concerne l'Église, les saints hommes, etc. Mais aussi, il y a aussi une autre reproduction de la nature qui est ici la nature humaine. Et là, je fais tout simplement allusion à Molière, qui disait que « castigare rodendo mores ». Donc, ça qui est les mœurs en riant. Cela veut dire tout simplement que dans les œuvres de Molière, on constate que Molière tout simplement ne fait que reproduire tout simplement la nature humaine. Par exemple, Tartuffe de Molière, les fourberies de Scapin. Donc l'art comme imitation de la nature se défend, et je le dis, il ne s'agit pas tout simplement de dire que l'art
l'artiste en imitant la nature, il nous éloigne de la réalité. Non, l'artiste en imitant la nature, il peut bien effectivement nous rapprocher de la réalité. Et c'est en ce moment, et peut-être l'occasion pour moi ici d'évoquer l'art comme antidestin dont parle effectivement Malraux, et le doyen ici l'a rappelé tout à l'heure, que c'est cette capacité qu'a l'artiste d'imiter la nature qui peut permettre tout simplement à l'homme d'immortaliser effectivement des moments qui sont appelés à disparaître. Malraux disait que les musées sont effectivement les lieux qui échappent à la mort. Donc, c'est cette imitation de la nature, cette capacité qu'a l'artiste de fixer, de faire figer un événement qui est appelé à disparaître, un événement qui est appelé tout simplement à se mouvoir dans le néant, qui donne tout simplement à l'art comme imitation sa valeur, à l'art comme imitation sa signification effectivement importante. Donc l'art comme imitation, pour en fait résumer, c'est tout simplement cette entreprise qu'a l'artiste de reproduire, cette entreprise qu'a l'artiste de photographier la réalité et de faire refléter effectivement au niveau de sa représentation, de son tableau d'art, tout ce qui se passe au niveau de la réalité. Merci beaucoup, M. Mboup. L'élève ici va comprendre que l'artiste ne peut pas créer à partir du néant. Il est obligé de partir de la réalité, soit pour l'imiter, soit pour la recréer. Donc là, l'élève a besoin de comprendre ça. Maintenant, M. Si l'élève sait que l'art peut être imitation, si l'art peut être conçu comme une imitation, peut-il être conçu autrement? C'est-à-dire, l'art est-il une création donc? Oui, M. Mboup a brillamment répondu à la question qui consistait à se demander véritablement si l'art pouvait être conçu comme imitation. Donc ça, c'est une manière de concevoir l'art et qui n'est pas la seule. Et donc il a très bien rappelé justement comment depuis Platon, on a conçu l'art comme imitation, et c'est pour cela d'ailleurs que Platon avait considéré que l'art est d'une certaine manière inutile parce qu'elle nous éloigne doublement de la réalité, puisque la réalité sensible elle-même n'est pas la vraie réalité, hein, et l'artiste part encore de cette réalité sensible pour nous mener vers une autre illusion, alors que le monde sensible est une illusion par rapport au monde intelligible. Mais le problème est que quelqu'un comme Hegel montre que même si le sensible entre dans l'art, c'est déjà un sensible idéalisé, c'est un sensible spiritualisé, parce que l'artiste, pour Hegel, ne se contente pas strictement d'une reproduction plate de la réalité ou de la nature d'une façon générale. Mais il procède à la transfiguration du réel, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi, même si vous pouvez, à travers une œuvre d'art, par exemple une œuvre picturale, voir des objets qui vous sont familiers, vous pouvez quand même vous rendre compte que ces objets-là n'ont plus le même sens, ces objets n'ont plus la même signification, parce que c'est un système de représentation. C'est quelque chose, par exemple, quand vous voyez un coucher du soleil ou bien la lune à travers un tableau, ça ne veut pas dire que c'est strictement un coucher du soleil. Ça peut symboliser autre chose, puisque c'est un langage symbolique qu'utilise l'art. Et c'est le caractère symbolique justement du langage artistique qui fait que la compréhension d'une œuvre nécessite une herméneutique, une interprétation, même s'il peut y avoir des conflits d'interprétation, parce que la manière d'assigner une signification à une œuvre est assez particulière. Parce que autant l'artiste crée en toute liberté, autant cette liberté-là aussi habite celui qui est appelé à interpréter une œuvre. Donc je disais tantôt que ce qu'il y a lieu surtout de retenir, c'est que l'art n'est pas qu'imitation. Mais même si il a pu être conçu comme cela, et surtout avec l'esthétique de la Renaissance. On est d'accord? Il l'a rappelé, parce que c'était lié quand même à l'évolution scientifique, avec l'application de la méthode expérimentale. Vous voyez, et c'est ça qui, d'ailleurs, explique l'émergence de ce qu'on a appelé à un moment donné du roman expérimental, parce qu'on pensait pouvoir photographier, photocopier la réalité telle qu'elle et la reproduire. Et quelqu'un comme Léonard de Vinci également nous dira que l'œil du peintre doit se faire comparable en tout cas à un miroir, n'est-ce pas? Un miroir qui reflète autant d'images qu'il y a d'objets devant lui et qui reflète la réalité telle qu'elle. Mais si on analyse de manière froide, on se rend compte, comme nous l'a dit Hegel également, qu'au fond, on ne peut pas reproduire systématiquement la nature. Non seulement ce serait une activité
oiseuse, comme il le dit, une activité sans intérêt, n'est-ce pas? Mais d'un point de vue d'ailleurs physique, c'est tout simplement impossible. Parce que si, par exemple, je dois reproduire un paysage, il me faut autant d'espace qu'occupe ce paysage-là, si je veux vraiment être fidèle à la réalité. Donc, l'artiste ne peut pas, de manière absolue, revendiquer cette fidélité à la réalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quelqu'un comme Paul Klee également va nous dire qu'au fond, même si l'art est là pour nous faire voir des choses, en vérité, ce n'est pas qu'il reproduit le visible, mais il rend visible. Parce qu'à travers ce que nous voyons dans une œuvre, il y a quelque chose qui nécessitera toujours l'intervention de notre imagination, n'est-ce pas, pour assigner une signification à ce que nous voyons, à ce qui se donne à voir. Donc, on utilise l'imagination créatrice pour faire exister une œuvre, autant il faudra de l'imagination aussi pour comprendre une œuvre, mais il ne faut pas prendre, les objets tels qu'on les perçoit, en tout cas, à travers une œuvre artistique. Maintenant, et qu'en est-il de la création donc? Si donc, vous avez expliqué l'imitation autrement, donc qu'en est-il de la création de l'art? Bon, la création, c'est quand on crée, c'est-à-dire qu'on fait advenir quelque chose à l'être. Et nous l'avions dit tantôt, dans cette création, l'élément moteur, c'est d'abord l'inspiration créatrice, mais aussi la liberté. Et c'est sous l'impulsion d'une inspiration que l'artiste crée une œuvre. Et a priori, il ne peut pas savoir comment sera cette œuvre une fois achevée. Et d'ailleurs, je dois dire qu'une œuvre d'art n'est jamais achevée. Pourquoi? Parce que quand on crée avec son inspiration, avec sa liberté, ceux-là aussi qui viendront pour assigner une signification à l'œuvre, ils contribuent d'une certaine manière à enrichir l'œuvre des significations qu'elle reçoit. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que quelqu'un comme M. Tournier dira que le lecteur est co-auteur. Ça veut dire que si vous lisez une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, d'une certaine manière, vous-même, vous êtes co-auteur, vous contribuez même à l'élaboration de cette œuvre. Ce que vous venez d'expliquer justifie donc les paroles d'Alassane Khodié-Kitane quand il dit que son ouvrage, la dissertation et le commentaire philosophique, quand il dit que Madame Sylla est son co-auteur, parce que des fois dévoile quelque chose qui dépasse même son imagination. Mais absolument. Et ça nous renvoie à quelque chose d'ailleurs d'extrêmement important dans la création artistique. C'est disons, le fait que quand un artiste crée, lui déjà, il s'exprime à travers son œuvre. Parce qu'il y a ce qu'on peut appeler l'expressivité de l'œuvre d'art. En créant, on s'exprime en même temps. On s'expose en même temps. Et celui qui interprète, lui aussi, il interprète à partir d'une perspective. Ce qui fait qu'il peut enrichir l'œuvre d'éléments qui n'étaient même pas prévus par l'auteur. Et moi, je suis de ceux qui pensent d'ailleurs qu'une fois qu'on a élaboré une œuvre, une fois qu'on a créé une œuvre, une fois qu'on l'a publiée, on peut se taire. Pourquoi? Parce qu'on s'est déjà exprimé à travers son œuvre. Et il ne faut pas, justement, influencer les autres, parce qu'eux aussi, ils jouissent de leur liberté, d'une liberté d'interprétation, d'une liberté qui leur permet également d'assigner un sens à l'œuvre. Et c'est pour cela que quand on est un bon artiste, ce n'est pas seulement qu'on est inspiré, mais il faut savoir également déclencher l'inspiration chez les lecteurs, chez les spectateurs de l'œuvre. Et Paul Éluard l'a très bien compris, en parlant de la poésie, il dit que le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. Parce que si vous avez affaire à un bon artiste, en analysant son œuvre, vous-même vous sentirez quelque part que son œuvre vous donne à penser. Que vous-même, il vous faut de l'inspiration pour pouvoir justement saisir quelque chose à travers cette création. Merci beaucoup, M. Sy. Vous nous avez montré, Monsieur Mboup nous a montré que l'art peut être imitation. Vous nous avez expliqué aussi que l'art peut être imitation, mais aussi l'art peut être création.
Et Monsieur Mbou va nous expliquer. Le génie est-il un don ou le fruit d'un travail? Oui, la question de savoir si le génie est un don ou le fruit d'un travail, c'est une question véritablement importante. Parce que lorsqu'on parle de l'art, on ne peut pas ne pas parler du génie. Génie qui renvoie au don, qui renvoie à quelque chose qui préexiste et qui serait inné à l'artiste. Donc, le génie peut être expliqué comme étant quelque chose qui relève d'un don naturel, d'un miracle. Et à partir de ce moment, et le doyen l'a même dit tout à l'heure, c'est le génie qui permet à l'artiste de créer. C'est pourquoi ici même, la question peut-être qu'on peut se poser, c'est quelle est l'origine de la création artistique? Et la réponse, c'est tout simplement le génie. Donc c'est le génie qui donne effectivement à l'art son originalité, mais aussi sa dimension exceptionnelle. Maintenant, ce génie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on conçoit le génie comme étant effectivement quelque chose qui serait surnaturel, quelque chose effectivement qui serait de l'ordre de la révélation, quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'apprentissage, quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de la connaissance. Mais dire cela, c'est en quelque sorte mystifier tout simplement cette dimension créatrice effectivement de l'œuvre d'art. C'est pourquoi on pourrait peut-être à partir d'un penseur comme Nietzsche dire que tout simplement que le génie obéit à un processus. Donc on ne n'est pas artiste, on le devient. Donc puisqu'on ne n'est pas artiste et qu'on le devient, et qu'il existe également l'école des beaux-arts, et qu'il existe également des artistes qui ont fréquenté d'autres artistes, on pourra à partir de ce moment dire que le génie se révèle au cours tout simplement de l'existence de l'artiste, de ses fréquentations, de ses essais, de la manière aussi dont il conçoit tout simplement la création artistique. Donc, si le génie relève d'un travail, cela voudrait dire tout simplement que le génie se révèle à l'artiste au moment où tout simplement il crée de plus en plus des œuvres d'art. Mais le génie, effectivement, à partir de l'autre sens, on pourrait penser que le génie relève d'un don naturel, d'un miracle, mais ça, cela reviendrait tout simplement à mystifier, à faire du génie une sorte tout simplement de miracle, ou bien comme si l'artiste est inspiré par les dieux. Et nous retrouvons cette conception dans le livre de Platon intitulé Ion, où Platon discute avec ce célèbre poète, où il montre à ce poète-là qu'il est tout simplement inspiré par des dieux, mais le poète lui-même, ce qu'il dit ou bien ce qu'il fait, il ne le sait pas. Et c'est tout le sens de la définition du génie de Vladimir Jankélévitch, ce je ne sais quoi. Donc, si le génie est considéré comme étant ce je ne sais quoi, donc on pourrait penser tout simplement que le génie relève tout simplement du néant, c'est quelque chose qui se révèle à l'artiste au moment où il crée son œuvre d'art. Mais d'autre part également, si le génie de l'artiste se révèle au cours de sa formation, parce que l'artiste a fréquenté l'école des beaux-arts, ou bien l'artiste a fréquenté les lieux de la production artistique, on pourra à partir de ce moment dire que tout simplement que le génie relève d'un travail. Mais dire que le génie relève d'un travail, cela ne signifie pas que le génie, ça s'apprend. Le génie ne s'apprend pas, mais le génie tout simplement obéit à un processus de formation. Donc c'est en se formant, c'est en faisant, en défaisant et en défaisant quelque chose qu'on parvient tout simplement à faire éclore en nous ce génie qui se révèle, mais cette révélation, autant pour moi, n'est pas miraculeuse. Cette révélation, effectivement, ne provient pas tout simplement des dieux, mais cela résulte d'un effort personnel. Cela résulte tout simplement d'un travail que l'artiste opère sur en fait lui-même. Donc, c'est ce travail que l'artiste opère sur lui-même, ou bien ce travail sur soi-même permet tout simplement à l'homme, permet à l'individu de parvenir tout simplement à créer des choses exceptionnelles. Mais ce qu'il crée là, quelle que soit l'originalité, quel que soit le caractère exceptionnel de ce que l'artiste crée,
s'il relève tout simplement du génie qui fait que l'artiste ajoute quelque chose à la nature, pour reprendre un peu ce que le doyen appelait tout à l'heure la création, parce que quand on parle de création, on dit qu'effectivement il y a quelque chose qui s'ajoute. On fait surgir quelque chose qui n'existait pas dans la réalité. Mais le simple fait de faire surgir quelque chose qui n'existait pas dans la réalité, cela ne signifie pas que l'artiste véritablement s'inspire des dieux, ou bien que le génie relèverait tout simplement d'une simple ou bien de quelque chose qui relève de la révélation. Mais il y a à la fois travail, mais également aussi inspiration. Bon, mais quand même on dit souvent que peut-être s'il y a 110% d'inspiration, il y a au moins 30% effectivement de transpiration, pour faire peut-être référence au travail qui est tout simplement important dans la création artistique. Oui, donc vous avez expliqué que le génie peut être un don, mais le génie aussi peut être un travail. L'art peut-il donc se passer de la raison? L'art peut-il se passer des règles? Je pense que ces deux questions, les élèves ont besoin de comprendre si l'art peut se passer des règles, si l'art peut se passer aussi de la raison. Bon, merci encore une fois, madame. Je pense que la question de savoir si le génie relève d'un don ou d'un travail traduit tout simplement votre question. Parce que se poser la question de savoir si l'art dépend de la raison ou bien si l'art dépasse la raison, nous avons là deux orientations. La première orientation, c'est de se demander en quoi l'art dépasse-t-il la raison? Dire que l'art dépasse la raison, cela voudrait dire tout simplement que l'art ne dépend pas des principes de la raison. Cela veut dire que l'artiste, quand il crée son œuvre, il ne se fonde pas sur la pensée rationnelle, il ne se fonde pas sur effectivement les principes de la pensée scientifique, et que l'artiste, tout simplement, quand il crée, il est au-delà tout simplement de la raison. Maintenant, quand on est au-delà de la raison, nous sommes dans le domaine peut-être de l'irrationnel. Nous sommes dans le domaine de la sensibilité. Et c'est dans ce sens qu'on dit souvent que le cœur a plus de génie que la raison. C'est-à-dire que l'artiste, quand il crée son œuvre, il ne suit pas sa raison. Parce que la raison n'est pas tout simplement ce qui donne à l'art son originalité. Mais l'artiste, il suit son cœur. L'artiste suit tout simplement l'artiste est inspiré. Et c'est à travers cette inspiration fondamentale qui permet tout simplement à l'artiste de créer une œuvre originale. Mais dans une autre perspective, et même c'est la deuxième direction dont je parlais tout à l'heure, c'est de dire que dans quelle mesure peut-on dire que l'art ne dépasse pas la raison? Dire que l'art dépasse la raison, cela voudrait dire que est-ce que l'artiste, quand il crée son œuvre, il est en fait inconscient? Est-ce que l'artiste, quand il crée son œuvre, il est tout simplement dépossédé? Et je pense qu'à l'entame de l'émission, le doyen l'a rappelé à travers la définition de André Lalande. L'art est une production d'œuvres belles par un être conscient. Donc le simple fait de dire que l'artiste est un être conscient, cela voudrait dire tout simplement qu'il y a une dimension rationnelle au niveau de la création artistique. Donc l'art ne dépasse pas fondamentalement la raison, mais il y a quelque chose tout simplement de la raison qui se manifeste à travers l'œuvre d'art. Mais cela n'enlève pas à l'art sa dimension originale. Donc dire que l'art est du domaine de la sensibilité, dire que l'art est du domaine effectivement de la perception, dire que l'art est du domaine du génie et du don, cela n'exclut pas effectivement l'idée que l'artiste part aussi de écoute sa raison, écoute également aussi sa pensée. Mais qu'est-ce qu'il écoute de sa raison? Qu'est-ce qu'il écoute de sa pensée? Ce n'est pas tout simplement tout ce qui renvoie à des règles strictement déterminées. Ce ne sont pas effectivement des choses qui renvoient à des règles préétablies, mais il y a tout simplement quelque chose de la raison qui guide l'artiste et qui permet tout simplement à l'artiste, au moment où il crée son œuvre d'art, de se saisir en tant qu'un être conscient, mais aussi de faire dériver effectivement sa création artistique à partir d'un certain nombre de règles définies. C'est pourquoi peut-être on pourra même reformuler autrement la question en disant que si l'art peut se passer de règles, on sait en fait évidemment que le doyen l'a rappelé tout à l'heure, il y a un lien effectivement étroit entre l'art et la technique. Il y a un lien étroit entre la raison et également
la sensibilité. Donc l'artiste, en créant son œuvre, il se fonde sur un certain nombre de règles établies. Mais ces règles-là sont importantes pour la création artistique, mais ces règles ne déterminent pas absolument l'artiste. Mais ces règles, effectivement, constituent une sorte d'apport par rapport à la création artistique, d'où tout simplement l'art ne dépasse pas fondamentalement la raison. Même si l'artiste part de la raison, il n'obéit pas fondamentalement à la réalité rationnelle, à l'univers, effectivement, de la raison humaine. Donc, il y a quelque chose de la raison, effectivement, qui se manifeste à travers l'œuvre d'art, mais aussi il y a quelque chose qui se trouve au-delà de la raison, qui se manifeste aussi au niveau de la création d'artistique. Donc, c'est cette dialectique entre ce qui dépasse la raison et ce qui ne dépasse pas de la raison humaine qui permet tout simplement à l'œuvre d'art d'avoir tout simplement sa dimension originale, mais également aussi sa dimension exceptionnelle. Maintenant, nous allons passer à une autre chose. C'est de comprendre qu'est-ce que le beau. Parce que quand même, on a expliqué que l'art peut être imitation, l'art peut être création, et qu'on a expliqué que l'art, il arrive que l'art ne peut pas se passer de la raison. Mais qu'est-ce que le beau donc? Oui, vous savez, ce n'est pas évident de trouver une définition du beau qui puisse être unanime. Mais d'un point de vue esthétique, nous faisons souvent appel à la définition proposée par Emmanuel Kant. Celle-là qui consiste à dire que le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Ça veut dire quoi? Ça signifie que lorsqu'une chose est belle, n'est-ce pas, normalement elle plaît, mais elle plaît aussi à tout le monde. Et il y a là ce qu'on peut appeler en quelque sorte une objectivité paradoxale du beau. Parce que quand on parle du plaisir, c'est quelque chose qui doit être personnel, qui doit être individuel. Ce qui te plaît pourrait ne pas plaire à autrui. Mais quand il s'agit du beau, d'après en tout cas la conception kantienne, le beau, c'est quelque chose d'universel finalement. Il y a donc une sorte d'attraction que le beau exercerait sur n'importe quel individu. Donc, de toutes les façons, nous pouvons retenir que, par essence, le beau est attrayant. C'est quelque chose quand même qui attire notre attention, qui la détourne pratiquement de tout ce qu'il n'est pas. Mais, au fond, il n'est pas évident que ce qui est beau pour les uns le soit toujours pour les autres. Et ce n'est pas pour rien que même si vous comparez l'art africain à l'art occidental, vous pouvez vous rendre compte que les canons de beauté ne sont pas exactement les mêmes. Ainsi en est-il par exemple lorsqu'on crée des spectacles pour choisir ce qu'on appelle les Miss. Vous voyez, la manière dont les Occidentaux conçoivent le beau n'est pas forcément, et c'est culturel. Attention, je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec la nature des uns et des autres. Mais c'est juste une dimension culturelle qui fait que notre manière de percevoir peut varier. Ce que quelqu'un qui a grandi dans une culture occidentale peut concevoir comme beau peut ne pas être conçu comme tel par quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi, par exemple, qu'à un moment donné, moi, j'avais trouvé que c'était légitime, à côté de la Miss moderne, qu'on ait pu trouver l'idée d'organiser également des élections pour une Miss Djongama. Parce qu'en vérité, chez les négro-africains, de façon générale, et compte tenu de la culture, et ça aussi, j'insiste là-dessus, parce que moi, je ne suis pas essentialiste, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas qu'on pense que c'est quelque chose qui vient de nos gènes, ou bien de quelque chose qui serait génétique. Non, c'est un contexte culturel qui fait que nous avons été, disons, éduqués à percevoir les choses d'une certaine manière. Parce que dans la perception, il peut y avoir une part de subjectivité, et surtout quand il s'agit du beau et de l'art en général. Voilà pourquoi, disons, même si on sait d'un savoir plus ou moins certain que le beau est attrayant d'une façon générale, alors parfois aussi, comme l'enseigne quelqu'un comme, comment dirais-je encore, l'empiriste David Hume, il considère justement que le beau est dans le regard. Parce que pour lui, c'est ma façon de voir les choses qui me conduit à considérer que ce que je vois est beau.
Et chaque personne, d'après David Hume, perçoit une beauté différente. Quelqu'un peut voir des difformités là où moi je perçois la beauté. Et donc, à partir de ce moment, évidemment, nous retrouvons toute la complexité, n'est-ce pas, qu'il y a autour du beau et de l'idée du beau en général. Merci, M. Si. Si le beau est assez complexe, la définition du beau est complexe, le beau est-il donc subjectif ou objectif? Voilà, la question de savoir si le beau est-il subjectif ou objectif, et je crois que le doyen est revenu largement sur la conceptualisation de la notion de beau. On sait que du point de vue latin, le beau renvoie à bellus, qui signifie charmant, qui signifie joli. Et quand on parle du beau, c'est ce qui suscite en nous un plaisir esthétique. Donc le beau suscite en nous un sentiment de plaisir et nous procure tout simplement une sensation. Et à partir de ce moment, c'est vrai que la question, c'est une question extrêmement compliquée de se dire si on peut parvenir tout simplement à un jugement objectif du beau, ou bien si le beau est subjectif. Et donc, pour répondre à votre question, qui est un sujet de bac, pour rappeler ça aux élèves qui nous suivent, le beau est-il subjectif ou objectif? Donc, pour répondre à cette question, je vais partir de trois réponses. La première réponse est le beau procède de l'objet. La deuxième réponse, c'est que le beau procède du sujet. Et la troisième réponse, c'est que le beau procède du sujet et de l'objet. Prenons la première. Le beau procède de l'objet. Cela veut dire que si le beau procède de l'objet, cela veut dire tout simplement que le beau est une réalité existante et que le beau est une réalité qui se suffit à elle-même. Donc le beau est une essence. Et à partir de ce moment, vous devinez que je me situe au niveau de la pensée platonicienne parce que c'est Platon qui est le premier à décréter l'objectivité du beau. Si Platon considère que les choses que nous nommons belles dans le monde sensible ne le sont si et seulement si, effectivement, ces choses reflètent la beauté en soi, la beauté effectivement qui est tout simplement éternelle. Donc, le beau objectif, c'est une conception qui a été décrétée pour la première fois par Platon à travers tout simplement ce qu'il appelle les idées qui se trouvent dans le monde intelligible. Donc, est beau, effectivement, cet objet ou bien cet être qui se conforme à l'idée de beau en soi. Donc, le beau procède de l'objet. Deuxième réponse, le beau procède du sujet. Et là, le doyen l'a rappelé tout à l'heure, je vais peut-être reprendre un peu ce qu'il a dit, c'est en fait David Hume. C'est David Hume qui va tout simplement remettre en cause le fait de fonder le beau sur la raison, sur tout simplement la pensée. Donc le beau n'est pas considéré comme étant quelque chose qui est objectif, mais le beau dépend tout simplement du sujet et que le beau est subjectif. Donc dire que le beau est subjectif, l'élève doit comprendre par là que le beau dépend de moi. Le beau dépend de mes sentiments. Le beau dépend tout simplement de ma propre perception. Le beau dépend tout simplement de ma sensibilité. Et vous savez effectivement que, comme le dit l'adage, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Et puisque les goûts et les couleurs ne se disputent pas, chacun a sa manière effectivement de sentir quelque chose effectivement qui serait belle, chacun a sa manière effectivement de sentir le beau. Parce que les sensibilités, les émotions que procure un tableau d'art ne sont pas effectivement les mêmes chez tous les individus. Un individu peut percevoir effectivement un beau tableau et d'avoir une émotion grande, un autre individu peut ne pas l'avoir. Donc les sensibilités ne sont pas les mêmes, les émotions ne sont pas les mêmes, les manières dont nous sentons une chose sont différentes des individus et des autres. Donc à partir de ce moment, cette deuxième réponse, c'est tout simplement de se dire que le beau n'est pas dans l'objet comme le croit Platon, le beau est dans le regard, le beau dépend tout simplement du sujet. Mais si le beau dépend du sujet et que si chacun a sa manière tout simplement de juger la beauté d'une chose, est-ce que nous ne risquons pas de tomber dans le scepticisme? Nous risquons de tomber dans le scepticisme et c'est pour éviter de tomber dans un jugement sceptique que Kant va réconcilier ces deux
ces deux dimensions, ces deux manières de juger le beau. Kant va dire que le beau ne procède pas seulement de l'objet, Kant va dire que le beau ne procède pas seulement du sujet, mais le beau procède du sujet et de l'objet. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous parlons de jugement, le jugement dépend du sujet. C'est un sujet qui juge tout simplement de quelque chose. Donc, le jugement dépend fondamentalement d'un sujet conscient et c'est à partir d'un sujet donné qu'on peut toujours juger de quelque chose. Maintenant, quand est-ce que ce jugement-là va devenir un jugement du beau? Ce jugement est un jugement du beau si effectivement le beau ne renvoie pas à l'utile, si le beau ne renvoie pas à l'agréable, si le beau ne renvoie pas au vrai. D'où ce que Doyen ici disait tout à l'heure, que c'est quand le beau, c'est ce qui plaît universellement, sans concept. Autrement dit, le beau, c'est ce qui plaît sans, pour autant, sans utilité, ce qu'il dit, une finalité sans fin. Donc, c'est le caractère désintéressé et inutile du beau qui garantit effectivement à celui-ci son universalité. Donc, c'est quand on peut parvenir à un jugement universel du beau, si tout simplement on n'attribue pas à l'art ou bien on ne donne pas au beau une mission politique, une mission religieuse ou bien même une mission sociale qui consiste à véhiculer un message. Donc, c'est effectivement à partir de ces trois dimensions que l'élève pourra comprendre tout simplement la question de savoir si le beau est subjectif ou objectif. D'abord, de comprendre que le beau procède de l'objet. À partir de ce moment, le beau devient une réalité existante, une réalité qui est tout simplement réelle et que nous retrouvons tout simplement chez Platon et que l'objet beau, c'est cet objet-là qui se conforme à la beauté en soi. Et deuxièmement, de partir effectivement de l'idée que le beau dépend du sujet et que les goûts et les couleurs ne se discutent pas et qu'on ne doit pas partir de la raison pour juger d'un objet beau et qu'on parle de sa sensibilité, on parle de ses propres émotions. Les sensibilités et les émotions ne sont pas les mêmes. Et en dernier lieu, de partir c'est Kant qui va réconcilier tout simplement les deux en disant que le beau procède du sujet et de l'objet parce que c'est Kant, vous savez absolument qu'il n'y a pas de différence entre sujet transcendantal et objet transcendantal. Et au niveau de la critique de la faculté de juger, Kant ne fait que réconcilier ce qu'il avait dit au niveau de la critique de la raison pure et ce qu'il avait dit également au niveau de la critique de la raison pratique. Donc c'est en ce moment que Kant dira tout simplement que est beau ce qui plaît universellement sans concept. Et ce qui garantit au beau son universalité, son objectivité, c'est comme je l'ai dit, c'est son caractère désintéressé, c'est son caractère inutile. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mbou. L'élève ici va comprendre que le beau est donc relatif, car cela dépend d'une culture à une autre. Donc, cela dépend des sensibilités et des émotions et des émotions. Donc, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Donc, ce qui veut dire que ça dépend d'une culture, ça dépend aussi d'un milieu à un autre. Maintenant, M. Si, d'après toutes ces définitions du beau, de l'art, de l'esthétique, peut-on expliquer une œuvre d'art? Est-ce qu'il arrive que je regarde un tableau ou je regarde un livre ou bien un texte de Léopold Sédar Senghor et d'expliquer le texte de Léopold Sédar Senghor? Est-ce que c'est possible? Oui. En fait, la problématique de l'explication nous renvoie déjà à quelque chose de fondamental. C'est le fait que l'homme est un être doué de conscience. Et c'est justement parce qu'il en est doué qu'il peut faire l'effort d'assigner une signification à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il ne comprend pas. Et cela est valable aussi pour une œuvre d'art, quelle que soit par ailleurs la forme de production artistique. Qu'il s'agisse d'un tableau, qu'il s'agisse d'un roman ou d'une poésie, on peut bel et bien s'efforcer d'expliquer l'œuvre d'art. Nous pouvons dans un premier temps penser à des auteurs comme Marx, qui déjà considère que, au fond, ce qui est valable pour le philosophe, puisque pour Marx, le philosophe est un homme de son temps. Vous voyez, quand il dit que parce que toute philosophie est la quintessence spirituelle de son temps, il faut que vienne le temps où la philosophie entre en contact et en réciprocité d'action avec le monde réel de son temps, ce qu'il dit de la philosophie. Il le pense aussi de l'art. Pour lui, l'artiste aussi, à travers ses productions, il traduit quelque part les réalités socio-économiques et socio-culturelles de son époque. Ce qui veut dire qu'on peut en donner une explication. Si l'auteur, par exemple,
de l'œuvre a une position par rapport à la lutte des classes, cela transparaît à travers l'œuvre qu'il crée. Et en dehors donc de cette perspective marxiste, qui consiste à expliquer l'œuvre à partir tout simplement du fait que vous savez d'une situation générale, pour Marx, c'est toujours l'infrastructure qui explique la superstructure. C'est l'infrastructure qui génère la superstructure. Autrement dit, le monde que nous avons, qui est fait d'idées, que ces idées-là nous viennent de la religion, de l'art, ou de quelque, disons, nature que ce soit, ces idées-là ne viennent pas du néant, mais ce sont des idées qui sont, disons, tributaires de la réalité de notre époque, de notre environnement socio-économique. Et donc, il y a cette manière d'assigner une signification à l'œuvre, d'expliquer une œuvre. Il y a aussi l'approche freudienne. Tantôt, vous parliez du génie. Alors, si certains pensent que c'est le génie qui peut évidemment amener quelqu'un à créer des œuvres, Freud pense que même les frustrations, tout simplement, vécues, les traumatismes vécus par un individu, peuvent également trouver, sous forme de sublimation, une manière de s'exprimer à travers une œuvre d'art. Et sous ce rapport, quand on explique l'œuvre, alors dans l'approche de la psychanalyse freudienne, on serait dans ce qu'on pourrait appeler une approche symptomale. Parce que c'est comme si quelque part, tout ce que l'artiste a vécu comme traumatisme, n'est-ce pas, tout ce qu'il a marqué profondément dans son vécu, se donne à voir, et même à son insu, à travers l'œuvre qu'il crée. Donc, dans une certaine mesure, l'œuvre serait un lieu d'expression de l'inconscient. Un lieu où surgit quelque part le subconscient. Et c'est pour cela que Freud nous propose comme explication ce qu'on peut appeler une psychanalyse de l'œuvre d'art. Et c'est parce qu'il fait une psychanalyse de l'œuvre d'art qu'il a essayé, à travers une œuvre de Léonard de Vinci intitulée La Sainte Famille, montrer qu'au fond, qu'il y aurait, d'après, disons, l'analyse freudienne, un serpent qui se dessinerait, disons, à travers les plis de la robe de Sainte Anne, et dont la queue se trouverait dans la bouche de l'enfant. Et pour Freud, cette image-là symbolise en quelque sorte l'attachement quasi pathologique, n'est-ce pas, de Léonard de Vinci à sa mère, puisque cela renvoie peut-être à des baisers excessifs qu'il recevait de sa mère. Ça, c'est une approche vraiment symptomale de l'œuvre d'art. Mais nous pouvons proposer une approche beaucoup plus neutre de l'œuvre d'art, en nous disant tout simplement que nous pouvons nous passer de toute forme de doctrine et essayer tout de même, parce que nous sommes des êtres doués de conscience, d'assigner une explication, une signification à une œuvre. Mais sous ce rapport-là, ce qu'il y a lieu surtout de retenir, c'est que le sens que nous allons, disons, assigner à l'œuvre n'est pas inhérent à l'œuvre. Et qu'au fond, il y a ce qu'on pourrait appeler le caractère polysémique d'une œuvre d'art. Et quelle qu'elle soit d'ailleurs, même si vous lisez un roman tel que L'Aventure ambiguë, etc., vous n'avez pas besoin d'aller consulter Cheikh Hamidou Kane pour savoir ce qu'il dit à travers cette œuvre romanesque. C'est valable également pour La Chute d'Albert Camus, L'étranger, ainsi de suite, pour toute œuvre, que ce soit poétique ou, disons, picturale. Et cette signification-là, disais-je, elle n'est pas inhérente à l'œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre en elle-même ne véhicule que des signes et des symboles, d'une certaine façon. Et la signification n'est possible qu'à partir d'une visée de la conscience. Il faut qu'il y ait une intentionnalité. Il faut qu'il y ait une conscience présente pour assigner un sens, pour que le sens soit présent. La preuve est que quand une galerie ferme ses portes, on peut considérer qu'il n'y a plus de sens à l'intérieur. Il n'y a plus de sens, puisque le sens ne peut revenir qu'avec le retour des spectateurs. Parce que c'est eux les hermeneutes, c'est eux qui interprètent, c'est eux qui peuvent assigner une signification. Et je disais que cette signification-là, disons, à partir du moment où l'œuvre d'art est polysémique, elle peut dépendre de chaque interprète. Parce que l'art est subjectif. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que quelqu'un comme Claude Bernard disait que l'art c'est moi, la science c'est nous. L'art c'est moi, la science c'est nous. Parce que la science est une œuvre collégiale.
une œuvre impersonnelle. Personne, même, disons, aucun scientifique ne peut dire que telle théorie lui appartient. Parce que, comme il y a un terme que j'utilisais tantôt en disant que l'artiste est essentiel à son œuvre, mais un scientifique, un savant ne peut pas dire qu'il est essentiel à sa théorie. Ou celui qui trouve, ou c'est un autre qui trouve. On est d'accord? Alors que pour ce qui est de l'art, ce caractère essentiel-là, on ne peut pas s'en départir. Et au moment de donner une signification également à une œuvre, celui qui interprète, il interprète à partir d'une perspective. Et c'est pour cela qu'on peut dire qu'il y a des réseaux de signification qui se créent autour d'une œuvre. L'œuvre donc s'enrichit de la totalité des significations qu'elle reçoit. Et c'est ça qui m'a mené, disons, à affirmer tantôt qu'au fond, une œuvre d'art n'est jamais achevée. Elle n'est jamais achevée parce que, au fond, à chaque fois que quelqu'un est face à une œuvre et qu'il essaie de la comprendre, de l'expliquer, de lui assigner une signification, il crée quelque chose de nouveau. Et l'œuvre s'enrichit davantage, n'est-ce pas, de toutes les explications, de toutes les significations qu'elle reçoit. Très bien. Merci, doyen Si, de nous expliquer vraiment que c'est possible d'expliquer une œuvre d'art, mais il arrive des moments où on ne peut pas expliquer une œuvre d'art. Donc l'artiste a une manière, que vous avez expliqué que l'artiste a une manière détournée de satisfaire les désirs refoulés dans la réalité. Et d'ailleurs, pour enchaîner avec cette idée-là, vous savez, c'est un peu, si vous voulez, la conception parnassienne de l'art. Parce que pour les parnassiens, une œuvre d'art ne vise absolument rien. Elle n'est pas là pour nous parler de quoi que ce soit. Donc tout ce qui intéresse l'artiste, c'est de viser le beau et exclusivement le beau. À partir de ce moment-là, évidemment, on peut penser que l'art est tout simplement fait pour le divertissement. Parce que c'est la fonction de divertissement. Mais n'oublions pas, justement, que c'est contre, pratiquement, en grande partie, en tout cas, une telle conception que s'érigeait Albert Camus, lorsqu'il a reçu le prix Nobel dans son discours de Suède. Il s'attaquait à ces écrivains qui, disait-il, pendant 150 ans, ont cru pouvoir vivre dans une heureuse irresponsabilité. Ils ont vécu, puis sont morts seuls comme ils avaient vécu. Mais il dit, nous autres écrivains du XXe siècle ne serons plus jamais seuls. Nous devons comprendre au contraire que nous pouvons nous évader de la misère commune et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler dans la mesure de nos moyens pour ceux qui ne peuvent le faire. Et donc si on parle à des gens, c'est pour qu'ils entendent quelque chose. Donc l'art est aussi fait pour véhiculer un message et ce message aussi est fait pour être perçu par autrui. Et quelqu'un comme Jean-Paul Sartre aussi ne dira pas autre chose dans situation de. Est-ce que vous voyez? Donc effectivement, chez les parnassiens, il y a cette tendance à vouloir montrer que l'art est là pour plaire, tout simplement. Mais vous savez, entre ce qu'on pense faire et ce que l'on fait réellement, il peut y avoir un décalage. Merci beaucoup, M. Si, d'avoir montré qu'une œuvre d'art, donc on peut l'expliquer. Et il arrive aussi des moments où on ne peut pas expliquer une œuvre d'art parce qu'on ne peut pas comprendre tout ce que l'auteur voulait dire. Merci beaucoup. Et je précise que Télé École, à travers Parlons Philosophie, remercie son partenaire Yamama Moukat Distribution pour le partenariat, parce que Télé École est là pour l'éducation. Appuyer Télé École, c'est appuyer le système éducatif sénégalais, c'est appuyer aussi l'enseignement sénégalais. Merci beaucoup Yamama Moukat Distribution. Et c'est là où je vais passer pour que M. Mboup va nous expliquer quelles sont les fonctions de l'art. L'art a-t-il une fonction ou des fonctions? Oui, la question des fonctions de l'art, et je crois que le doyen ici a donné quelques éléments de réponse par rapport à cela, parce que tout simplement, il a souligné que l'art vise le beau et que l'art, effectivement, a pour finalité première esthétique. Donc l'art, la première fonction de l'art, on le dit, ou bien la première finalité de l'art, c'est tout simplement de viser le beau. Donc quand on dit que l'art a une fonction qui est tout simplement de viser le beau, cela voudrait dire tout simplement qu'au-delà du beau, l'art n'a aucune utilité, que l'art est par essence inutile parce que tout simplement l'art vise le beau. Et c'est là aussi que je vais reprendre ce qu'il a dit tout à l'heure concernant les parnassiens qui soutiennent la conception selon laquelle
l'art ne vise que l'art pour l'art. Quand tu disais que à l'œuvre d'art, sois belle et tais-toi. Donc, autrement dit, que l'œuvre d'art ne doit avoir aucune autre finalité que de plaire, que l'artiste ne doit pas être au service d'une cause politique, l'artiste ne doit pas être effectivement au service tout simplement d'une cause sociale. Donc l'artiste, son rôle n'est pas de rendre justice, mais son rôle c'est tout simplement de rendre justice à la beauté, son rôle c'est de rendre tout simplement justice à ce qui fait l'essence de l'œuvre d'art, qui est tout simplement de plaire. Mais vous savez, et madame, je pense que vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'œuvre d'art a multiples fonctions, et peut-être on ne peut pas épuiser toutes les fonctions de l'art, mais on pourrait peut-être ajouter à la fonction esthétique celle utilitaire, celle qui consiste à dire que l'art aussi peut être aussi engagé, et l'engagement aussi est au cœur de l'art. Les poètes de la négritude constituent effectivement une parfaite illustration, parce qu'ils ont mis leur plume au service effectivement de la cause nègre. Je pourrais peut-être évoquer le poème de Léon Contradamage intitulé « La complainte du nègre », poème dans lequel il montre tout simplement la souffrance, mais également aussi les dures épreuves qui s'abattent tout simplement dans le monde noir, en parlant tout simplement de l'esclavage. Donc l'art vise le beau, l'art aussi peut être engagé, l'art peut être au service d'une cause politique, l'art aussi peut avoir aussi comme fonction de véhiculer une information, ou bien l'art a pour fonction une fonction de communication. Et je pense que là, aujourd'hui, dans le contexte du Covid-19, où on parle tout simplement, où on ne cesse pas de sensibiliser les populations de respecter les mesures barrières, nous voyons à travers tout simplement, à travers les places publiques, des artistes dessinés tout simplement, voilà, des gens qui portent des masques, ou bien dessiner même voilà, des bouteilles pour représenter le gel hydroalcoolique. Donc tout cela constitue tout simplement une manière pour les artistes d'alerter, d'informer, de sensibiliser aussi les populations par rapport tout simplement à un danger, tout simplement à un problème. Bon, sur le plan aussi africain, nous avons tendance aussi à parler aussi de l'art qui aurait une fonction thérapeutique. On parle tout simplement du ndeup qu'on voit chez les Lébou. Mais peut-être ici, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas l'art lui-même qui soigne, mais l'art participe tout simplement, voilà, à ce processus thérapeutique qui va peut-être aider le malade à se soigner. Peut-être je vais peut-être laisser au doyen peut-être d'ajouter quelques fonctions si possible. En fait, mon homonyme a bien raison d'énumérer toutes ces fonctions-là qui sont assignables à l'art. Et il y a notamment la fonction subversive aussi, parce que vous savez, parfois, même pour les cas de soulèvement populaire, etc., il arrive que des artistes soient derrière, non pas en battant le macadam, comme on dit, mais à travers leur production artistique. Parce que moi, ce que je vois de plus en plus d'ailleurs par rapport à cette fonction, c'est que on voit de plus en plus des artistes qui font plus de conférences de presse qu'ils ne publient des œuvres, n'est-ce pas? Moi, je pense que ce qu'ils ont à dire dans la rue, ils doivent le dire d'abord à travers des œuvres. Parce qu'il ne faut pas aussi tuer l'art, il ne faut pas utiliser tout simplement sa posture d'artiste et oublier que sa première mission quand même, c'est de produire des œuvres. Et qu'à travers ces œuvres-là, on peut sensibiliser les individus, on peut éduquer les populations, on peut dénoncer le mal sous toutes ses formes. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'en veux un tout petit peu, non seulement aux artistes de ce pays, mais aux intellectuels de ce pays et aux hommes politiques de ce pays-là par rapport à ce qui se passe au Mali. Parce que moi, je me dis qu'actuellement, quand il y a des événements de ce type-là, nous ne devons pas rester insensibles. Et pour le moment, je n'ai pas entendu les artistes en parler. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, parce qu'on est dans une culture du buzz, où par exemple, quand on parle de la mort de quelques gazelles oryx, hein, donc moi, une espèce que je ne connaissais pas, et je suis sûr que beaucoup qui en parlent ne connaissaient même pas cette espèce-là, on en parle au point que tout le monde pense même qu'il faut aller vers des funérailles nationales, n'est-ce pas? Il faut décréter un deuil, alors que juste au Mali, qui est une république sœur, ou même une république jumelle, n'est-ce pas, en pensant à l'indépendance, mais normalement aujourd'hui, tous nos artistes
aurait dû se mobiliser pour dénoncer d'abord le fait qu'aujourd'hui, le chef de file de l'opposition malienne est introuvable, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, il y a une nouvelle élite qui est en train d'émerger. Mais il faudrait qu'on fouille, il faudrait qu'on explique. Donc l'art aussi a cette fonction fondamentale. Est-ce que vous voyez, au-delà justement des autres fonctions qui ont été si bien évoquées donc, par mon cher ami et homonyme Oumar Mboup, que je félicite au passage. Merci beaucoup, Doyen Sy, qui est formateur au CRFPE de Dakar, formateur. Il enseigne la philosophie et il encadre aussi les professeurs de philosophie. Et je pense que ces prestations que vous venez de nous fournir montrent vraiment l'expérience. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Monsieur Mboup, qui est professeur au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment fourni des explications vraiment très claires et pertinentes concernant l'art et le beau. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parlons Philosophie et restez connectés sur toutes les plateformes de Télé École. Jusque-là, continuons à parler philosophie pour mieux vivre.